Alors, donc, on va en venir à notre sujet. Qu'est-ce qu'il faut entendre par mutation numérique? Et je vais reprendre peut-être un certain nombre d'idées rapidement qui ont été développées dans la conférence de tout à l'heure pour parler après de plasticité cérébrale et mettre les deux ensemble. OK. Donc, dans un schéma expérimental simple, au fond, le numérique serait la variable indépendante qu'on pourrait faire varier de manière systématiquement contrôlée, différentes formes numériques, etc. Hein, et la variable dépendante, ce serait la plasticité du cerveau. D'accord? Donc il faut évidemment bien cerner ces deux variables pour voir comment on les définit. Est-ce qu'on peut véritablement parler de mutation? Pourquoi ne pas parler d'innovation? Les mutations numériques, ben vous le savez, on l'a entendu tout à l'heure, ça fait partie des grandes mutations culturelles, c'est-à-dire de ces innovations qui apparaissent au cours de l'histoire et qui ont changé de manière radicale la logique du monde. Il n'y en a pas beaucoup de ces mutations. Hein. Dans son histoire d'Homo sapiens, il n'y a pas eu énormément, je vous en parlerai peut-être quelques-unes, de ces véritables mutations. Quand il y a ces mutations, c'est toute la logique du monde et de nos relations avec le monde qui sont bouleversées. Et face à ces mutations, le cerveau encaisse, évidemment. Ce n'est pas des petites innovations à la marge. Celle-là, le cerveau s'adapte. Hein? OK. Ces mutations sont toujours, au fond, un jeu assez subtil, un mélange assez subtil, à la fois de nouvelles conceptions du monde, de nouveaux savoirs, de nouveaux concepts, donc une nouvelle connaissance, tout un volet théorique, si vous voulez, mais aussi et surtout probablement de nouveaux savoir-faire, de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, voire bien sûr de nouveaux outils, et le smartphone en est un évidemment tout à fait emblématique. Et pour se donner une idée approximative de la logique de ces mutations culturelles, j'avais réfléchi un tout petit peu en disant que je pouvais proposer rapidement une classification en deux principales catégories de ces mutations. Au cours de l'histoire d'Homo sapiens, vous savez, Homo sapiens, il arrive sur Terre, en Afrique, on le sait, entre 150 000 et 200 000 ans. Il arrive sur les bords de la Méditerranée par une migration importante autour de 100 000 ans avant notre ère. 100 000 ans. Première tombe d'Homo sapiens en Palestine, là, etc. 100 000 ans. Il côtoie Néandertal, qui est beaucoup plus ancien que lui, pendant un certain nombre de dizaines de milliers d'années. OK. Hein? Donc, qu'est-ce que Homo sapiens, au fond, a vécu et a produit comme grande mutation avec un cerveau qui, sur le plan anatomique, sur le plan strictement anatomique, est le même. Nous avons toujours le même cerveau qui fait partie de l'enveloppe cérébrale liée à l'enveloppe génétique de Homo sapiens. D'accord. Qui est différente de celle de Néandertal ou de celle de Homo habilis erectus, etc. Hein? D'accord. Donc, première mutation, c'est un ensemble de savoirs et de techniques qui ont eu pour but de remodeler la nature. Au lieu d'y être asservis, comme les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, de devoir suivre les troupeaux, etc., eh bien, l'humain sédentarisé a créé, à partir du néolithique, à partir de moins 10 000, moins 12 000 ans, les techniques d'élevage et d'agriculture. Ça ne nous intéresse pas directement. Premier ensemble de mutations culturelles. Deuxième catégorie, celle-là nous intéresse parce que l'enseignement et l'éducation, on est dans ce trend-là, si vous voulez. Un ensemble de savoirs et de techniques grâce auxquels, au fond, l'homme prolonge et amplifie ses propres capacités corporelles, permettant ainsi d'augmenter sa maîtrise sur la nature et d'orienter sa propre histoire. Au fond, ces grandes mutations culturelles-là, elles prennent leurs racines, leurs assises sur notre biologie, je vais vous donner des exemples tout de suite, et elles ont tendance à faire quoi? À développer des outils qui amplifient, qui prolongent, mais qui amplifient nos performances biologiques pour maîtriser la nature et pour orienter progressivement une histoire qui va bien sûr s'accumuler de millénaire en millénaire. Et ça dans trois principaux domaines. Et le troisième sera celui qui va nous intéresser. D'abord dans le domaine moteur, c'est probablement les premières de ces mutations. Nous sommes, comme tous les êtres vivants,
en tout cas développés, on va dire tous les mammifères, tous les primates, nous sommes équipés de muscles et d'articulations qui produisent des forces et du travail, au sens physique du terme. Nous avons développé, et il y a des milliers d'années de cela, des leviers, des palans, des lanceurs. Hein. On sait qu'à la grotte de Lascaux, on a représenté les fameux lanceurs avec lesquels l'homme du Paléolithique lançait les javelots et décuplait sa force. Hein. On a développé ça jusqu'à la machine à vapeur et l'énergie atomique. Au fond, c'est toujours du développement de force, de travail, d'énergie. Deuxième grand domaine, dans le domaine sensoriel ou perceptif. Nous sommes tous équipés de capteurs, des yeux, des oreilles, de sensibilité tactile, etc. Et nous avons développé des lentilles, je sais si c'est capital, les lentilles de Galilée, les lentilles de Spinoza, qui ont permis au fond le développement de la cosmologie et de la physique contemporaine, parce que grâce à ces lentilles, on pouvait aller voir plus loin, ou grâce au microscope développé au même moment, c'est-à-dire au 16e, on pouvait voir plus petit, l'infiniment petit aujourd'hui avec la microscopie électronique, etc. C'est les télescopes, c'est les horloges et les cartes, ça me passionne, les horloges et les cartes, on pourrait en parler tellement, parce que c'est absolument fascinant. Voilà, ok, on a compris. Troisième domaine, celui qui va nous intéresser, le domaine cognitif. Au fond, nous sommes tous équipés d'un cerveau et nous avons développé des outils qui prolongent et amplifient nos capacités cognitives pour maîtriser la nature et orienter notre propre destinée. Et on doit donc s'arrêter sur ce domaine-là qui est le plus intéressant en ce qui nous concerne. Et ce que je vais vous dire ici, je vais vous le dire d'une phrase, mais c'est relativement important pour moi dans la réflexion un peu plus théorique de ce que je vais apporter dans un instant. De quoi s'agit-il, au fond, dans le développement de ces outils cognitifs? Alors, je vous lis la phrase et puis je vous donne un exemple pour que vous compreniez très très simplement, même si la phrase paraît peut-être un petit peu hermétique, à cette heure-ci de la matinée, hein, simplement. Alors, il s'agit au fond, et c'est fascinant de penser que ça fait toute la différence entre Homo sapiens, on ne sait pas, les autres hominidés, et les grands primates. C'est ça qui fait toute la différence, alors qu'on partage 99% du patrimoine génétique identique avec les grands singes, avec les bonobos, chimpanzés. Ce 1 petit pourcent-là, il a fait une différence, et sur le plan cognitif, c'est quoi cette différence? Au fond, ce que je vais vous dire, je pense, enfin, qui suis-je pour dire ça, mais je pense. Il s'agit au fond d'externaliser nos contenus mentaux ou nos représentations mentales, et je vais vous donner un exemple, hein, non seulement dans la parole, quand je vous parle, j'externalise mes contenus mentaux. J'avais des contenus dans ma tête et je vous les transmets. Ou dans des comportements. Si tout à coup je prends ceci et que vous me voyez porter ce verre aux lèvres, vous vous direz, son contenu mental, c'est il doit avoir soif. Je peux vous le dire, j'ai soif, ou je peux me comporter, et vous voyez bien que j'externalise dans ma parole et dans mes comportements ma vie mentale, mes contenus mentaux. Ça, c'est évident. Les singes font ça aussi. Bien sûr, ils n'ont pas la parole, mais ils externalisent leur comportement dans des rituels très complexes et ils transmettent de l'information. Mais ce que nous faisons de plus, c'est que nous externalisons ces contenus mentaux en les inscrivant par des techniques adéquates sur des supports matériels pour pouvoir les conserver et les transmettre. Au fond, c'est ça le génie de l'humain que les animaux ne font pas, qu'aucun primate ne fait, c'est d'externaliser ces contenus mentaux, ces élaborations mentales, mes croyances religieuses, mes références éthiques, si je commence à vouloir faire de la philosophie, l'organisation juridique, comme le code d'Hammurabi en Mésopotamie, hein, eh bien, ça va être pas seulement dans mon esprit, je vais l'externaliser sur un support matériel
qui va se conserver et qui va pouvoir se transmettre. Il ne s'agit donc plus simplement de concevoir une transmission uniquement orale, mais une transmission matérielle, car celle-ci, à partir de traces pérennes, plus ou moins pérennes, vont constituer le noyau dur et transmissible de la culture humaine. OK. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est un processus cumulatif. Toute première de cette manifestation, et c'est une chose qui me passionne, c'est les peintures rupestres. Je suis allé cet été voir la réplique de la grotte Chauvet, près de Vallon-Pont d'Arc, dans les gorges de l'Ardèche. Réplique magnifique, on ne pourra jamais aller voir la grotte Chauvet, elle est la plus ancienne grotte, bien plus ancienne que Lascaux, elle date de moins 30 à moins 35 000 avant Jésus-Christ. Lascaux, c'est entre 15 et 20 000, hein, et c'est une splendeur extraordinaire. Dans la technique de la peinture, où ces grands chasseurs-cueilleurs-là, ces premiers grands peintres, développent la technique de l'estompe, développent la technique de la perspective, du pochoir, etc. Chose absolument fascinante. Deuxième grand élément, l'écriture. Et quand je suis intervenu au CEGEC il y a 3 ans, j'ai basé toute ma conférence sur les modifications cérébrales, le recyclage des cartes corticales suite à l'apparition, 3500 ans avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 5000 ans, 5500 ans, les premières écritures, cunéiformes sur des tablettes, l'alphabet grec, premier alphabet complet avec des voyelles et des consonnes autour de 8 à 900 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est génial. C'est une invention inouïe d'écrire. Pourquoi, au fond? Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord analyser et faire l'inventaire des phonèmes d'une langue. Et on sait qu'Homo sapiens, depuis le début, parlait. Puisqu'on a, par les moulages endocrâniens, on sait qu'il avait une aire de Broca, il avait une aire de Wernicke, et on sait que donc il avait un langage. Un langage, je ne sais pas de quoi était fait ce langage, mais il avait un langage. Les langues se sont développées, se sont diversifiées, vous voyez le mythe de Babel, et il fallait d'abord pouvoir écrire, inventorier les phonèmes d'une langue donnée. Et puis, le génie de traduire ces phonèmes en graphèmes, c'est-à-dire en signes graphiques, en code graphique, et donc de spatialiser ce qui est essentiellement temporel. Puisque verba volant, ce que je dis, disparaît dès l'effectuation de ce dire. Pensez à ce beau vers de Boileau qui dit « Le moment où je parle est déjà loin de moi ». Magnifique mot. C'est un alexandrin en plus. Le moment où je parle est déjà loin de moi. C'est fini. C'est déjà dans le passé. J'avais l'intention de le dire, ce vers. Je l'ai dit, c'est terminé. Mais où est l'instant du dire? Oh, il s'écoule entre le passé et le présent. Il est déjà disparu lorsque je l'ai dit. Comment, à un moment donné, je vais capter ça et l'écrire, c'est-à-dire, au fond, le spatialiser, le mettre sur un support spatial. OK. Et ça, c'est génial. On n'est pas équipé dans notre cerveau de chasseurs-cueilleurs pour pouvoir traduire des phonèmes en graphèmes et apprendre à lire, c'est-à-dire traduire des graphèmes en phonèmes. On n'est pas équipé. Vous avez dit, ben non, on est des êtres humains, donc on n'est équipé par rien du tout. Si, on est pré-câblé pour faire des tas de choses. Moi qui ai travaillé pendant 15 ans dans mon laboratoire là, à Woluwe sur la reconnaissance des visages, nous sommes équipés, comme les grands singes, par des modules cérébraux qui nous permettent, très tôt après la naissance, de privilégier ce stimulus particulier qu'est le visage. Nous sommes pré-câblés pour travailler sur les visages. On ne doit pas l'apprendre, mais on n'est pas pré-câblé pour apprendre des graphèmes. On doit l'apprendre. Et cet apprentissage se fait par un mécanisme de plasticité que j'ai expliqué et qui est fascinant, qui est le recyclage d'une carte corticale, d'un module cérébral qui était préprogrammé au départ. Pourquoi? Pour travailler sur les visages. Les bébés et les illettrés
continue à utiliser cette petite carte-là pour le travail sur les visages. Et à un moment donné, entre 5 et 7 ans, il y a un module là qui devient plastique. Et c'est fascinant, hein. Pourquoi il devient plastique à ce moment-là? Parce que la boucle phonologique est implémentée dans le système. L'enfant, à ce moment-là, il a les phonèmes de sa langue. Et en gros, il a un bagage lexical. Quand ces deux grandes boucles, ensemble de réseaux cérébraux, sont en place, à partir de 4, 5 ans, 6 ans, il a suffisamment de vocabulaire, et il a les phonèmes de sa langue, et il a sa pragmatique, etc. Alors, par un miracle incroyable, il y a une petite carte qui devient plastique, qui va dire, maintenant, on peut supprimer le programme qui a été implémenté dans la machine, dans le hardware, on peut maintenant s'occuper d'aller apprendre à lire. Et en quelques mois, le recyclage se fait. Ça a été très bien documenté aujourd'hui, on a énormément de données là-dessus et de tous les processus qui sont en jeu là-dedans. OK, donc dans cette optique d'amplification des performances, de cette soumission de la parole à l'écrit, parce que c'est ça au fond, cette soumission de la parole à l'écrit, ben, on a bien sûr l'invention de l'imprimerie, qui est une véritable mutation aussi au milieu du XVe siècle, Gutenberg, 1455, première grande imprimerie, et la seconde moitié du XXe siècle avec l'invention numérique, bien sûr. Avec le digital, au fond, c'est une véritable, comme le disait de Vauchel tout à l'heure, et je l'avais moi-même écrit, le numérique apparaît aujourd'hui comme la nouvelle forme d'écriture, de stockage et de transmission de tout le stock culturel. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout type d'information, si vous avez vu Imitation Game, l'histoire de Alan Turing, vous avez vu que c'est lui qui développe théoriquement ça, avant la guerre, pas l'invention de sa machine, parce que Turing était un grand mathématicien qui, à 24 ans, à Cambridge, a écrit des articles de mathématiques fondamentaux dans les années 1935-37 sur ce qu'on appelait les fonctions calculables en mathématiques et sur la problématique de la décidabilité. Et c'est dans ces articles-là qu'il propose la possibilité de tout transformer en code binaire. Tout, suivant la machine dite universelle de Turing. Et l'ordinateur, aujourd'hui, apparaît, Turing n'a jamais connu, comme la réalisation, l'implémentation, l'incarnation de cette machine universelle, au fond, qui pourra tout transformer, tout notre stock culturel, tout le stock culturel est a priori codable, peut être réécrit dans ce code-là. C'est vraiment extraordinaire.